Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons parler maintenant des mesures, puis de l'histoire des mesures. Alors, lorsque l'on a un phénomène physique, qui est bien défini, qui peut être répété et qui est bien précis, alors on peut le quantifier, ce qui permet de définir une ou plusieurs grandeurs reliées à ce phénomène, et donc de lui attribuer une valeur numérique. C'est là qu'intervient la mesure et qui permet d'aller au-delà de la simple description qualitative, et c'est là que naît réellement la science. Alors, les mesures les plus simples, ce sont des dénombrements. Compter un nombre d'objets ou une succession d'événements, par exemple des gouttes d'un liquide. Puis, en deuxième étape, viennent les comparaisons, l'égalité ou l'inégalité ordonnée, une grandeur inférieure ou supérieure à une autre. Ce qui permet alors une comparaison à une échelle, par exemple l'échelle des températures, en comparant par exemple la température du corps à celle de la glace fondante. Ensuite vient une notion de somme, c'est-à-dire qu'on définit des grandeurs additives, de façon à pouvoir additionner les valeurs et partir d'une valeur unitaire, ce qui permet ainsi de dire qu'une telle grandeur a une valeur de 10 unités, et donc on définit une unité de mesure pour un type de grandeur. Tout cela se fait avec des instruments auxquels il faut inclure les bruits qui peuvent perturber la mesure, et on a une valeur objective d'une mesure si on tient compte des notions de précision, justesse, fidélité, ainsi que des erreurs et incertitudes. Quand tout cela est bien défini, alors on a une valeur objective. La précision, c'est la capacité à approcher d'une valeur vraie, la valeur du phénomène, que ce soit globalement ou de manière statistique, et en intégrant l'ensemble des erreurs et incertitudes qui ont été déterminées. Les appareils de mesure se voient attribuer une classe de précision. Elle n'est pas toujours indiquée sur de simples appareils commerciaux pour le grand public. Pour les laboratoires ou des usages professionnels, industriels, c'est beaucoup plus important. Cette classe de précision, c'est un chiffre qui donne un multiple ou une fraction de la graduation à laquelle on peut faire confiance lorsque l'appareil délivre son résultat. Bien entendu, la précision va aussi dépendre de la mise en œuvre de l'appareil, de la façon dont on va l'utiliser. Il existe ainsi deux grandes classes de méthodes. La méthode directe, qui consiste à mesurer directement la valeur, et qui n'aura pas de précision supérieure à celle de l'appareil, et la méthode dite de zéro ou d'opposition, nous avons déjà parlé, qui consiste à comparer la valeur à une valeur à étalon, éventuellement en mesurant les écarts. Ça permet d'atteindre de beaucoup plus grandes précisions. Avec de nombreux exemples, par exemple, un potentiomètre qui compare une tension à celle délivrée par une pile étalon, ou la méthode des masses marquées, où nous avions parlé par exemple avec les balances. Avec ainsi, et alors des précisions croissantes. Par exemple, avec une balance classique de bonne qualité, une très bonne balance de laboratoire, on peut atteindre des précisions de l'ordre du demi-milligramme, inférieur, bien meilleur qu'un demi-milligramme par kilo. Pour une mesure de 1 kg, on peut mesurer à mieux qu'un demi-milligramme. Si on veut être plus précis, le résultat est alors passé à une balance du Bureau international des poids-mesures, c'est eux qui les délivrent, dite avec égalité des bras, des fléaux égaux au premier ordre. Donc ce sont des balances de très très haute précision, mais qui ne peuvent mesurer que des écarts inférieurs à un demi-milligramme.
On peut alors atteindre des précisions de l'ordre du microgramme pour un poids initial de 1 kg. Avec une double pesée, on peut même atteindre encore mieux que des précisions d'un 100 millionième. Pour les longueurs, on peut utiliser des comparaisons optiques. Nous en avions parlé, par exemple, avec les méthodes d'interférométrie, qui permettent d'atteindre des précisions de l'ordre du dixième de millionième. Souvent, dans ce type de mesure, on doit tenir compte de la température et on doit éviter des variations de moins d'un centième de degré. Un centième de degré, c'est très faible. Les thermomètres du commerce n'indiquent pas une telle précision. Parce que la dilatation thermique des étalons va évidemment perturber la mesure. Eux-mêmes, les étalons, sont précis à mieux qu'un centième de millionième près. Pour le temps, on peut utiliser une horloge atomique, les horloges dites au césium, qui sont les plus précises, mais aussi la mesure du temps est la plus précise de toutes les mesures. On utilise une résonance entre niveau atomique du césium, et la précision est mieux que 1 millième de milliardième. Pour vous donner une idée, sur 10 000 ans, ça signifie un écart d'une seconde. La mesure du temps est extrêmement précise, à tel point que les nouvelles définitions de la longueur du mètre n'utilisent plus un mètre étalon, qui était en platine à une époque, mais la vitesse de la lumière et la distance parcourue par la lumière en une durée très précise et qui correspond au mètre. La mesure du temps étant extrêmement précise, on obtient ainsi un étalon du mètre qui est également très précis. On doit tenir compte de toutes les autres conditions aussi qui sont autour de l'appareil. La température, comme j'en ai parlé ici avec la dilatation, la pression, l'humidité, la présence de champs magnétiques ou autres. On doit tenir compte des phénomènes de vieillissement, d'hystérésis, de traînage, qui peuvent affecter le fonctionnement des appareils. On doit tenir compte des bruits de fond, des bruits de réception, des bruits introduits par les amplificateurs. En général, tous les dispositifs, quels qu'ils soient, introduisent un certain bruit. Et les appareils de qualité sont toujours fournis avec une indication donnant le rapport signal sur bruit. C'est-à-dire le rapport entre le signal ou l'amplification du signal et le bruit qui l'accompagne. En général, ces mesures sont données en décibels. Et si vous avez déjà manipulé des appareils dits de haute fidélité pour le son, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui ont des chaînes haute fidélité, si vous regardez, il y a des indications données en décibels du rapport signal sur bruit. On doit tenir compte également des perturbations aléatoires, telles que des courants d'air, des vibrations, ou des mauvais contacts électriques dans les dispositifs. C'est parfois très important parce que quand on a des dispositifs mécaniques d'une très très haute précision, les simples pas de l'expérimentateur dans le laboratoire peuvent perturber la mesure. Dans ce cas-là, on veillera à utiliser des systèmes d'isolation avec des ressorts ou des dispositifs suspendus à des fils, etc. De même que les contacts électriques, il faut être soigneux et les problèmes peuvent survenir même dans les expériences les plus poussées. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, la saga dite Opéra, une expérience qui avait lieu sur les neutrinos. Le but de cette expérience n'était pas de mesurer la vitesse des neutrinos, mais de mesurer certaines propriétés des neutrinos. Mais la mesure des temps de parcours et des distances était importante dans les résultats. Et ils constatèrent un résultat étrange, que les neutrinos semblaient aller plus vite que la lumière, ce qui, d'après la physique connue, est impossible. Ils ont cherché longtemps, ils n'ont pas trouvé d'où venait le problème. Ils ont alors tenu une conférence de presse très prudente, où ils ont annoncé qu'ils avaient ce constat et qu'ils pensaient qu'il y avait une erreur de mesure,
Et il demandait donc publiquement l'aide à la communauté scientifique pour les aider à trouver où était le problème. Mais une publication, une annonce prudente et un dialogue à l'attention de ses collègues, c'est une chose. Les médias, c'est autre chose. Donc, tout de suite, ça a été monté en épingle par les médias, ça s'est répandu très très vite. On a annoncé, Einstein avait tort, les neutrinos vont plus vite que la lumière. Ça a été un buzz planétaire absolument incroyable, qui a duré un bon moment. Où on a accusé parfois les chercheurs d'avoir fait une annonce n'importe comment, mais c'était faux. Ils avaient été très prudents. Et ils avaient attendu longtemps avant de faire cette annonce en désespoir de cause. Et lorsque d'autres chercheurs se sont joints, ils ont cherché et ils ont trouvé 2 anomalies, dont un défaut de soudure de fibre optique. Et ces 2 petites erreurs expliquaient totalement ce qui avait été mesuré. Les neutrinos allaient un peu moins vite que ce qu'on avait cru, et ils rentraient totalement dans le rang. Donc, voilà les conséquences d'une simple soudure de fibre optique. Et donc, il faut être très attentif, très soigneux, très prudent. Les observateurs eux-mêmes peuvent faire des erreurs. Quand on note un résultat, quand on manipule un appareil, ce genre d'erreur est très difficile à éviter. La seule manière de diminuer les erreurs humaines, c'est d'une part d'automatiser au maximum les systèmes de mesure, ce qui se fait de plus en plus, et également de répéter les mesures en espérant qu'un laborantin ne va pas faire systématiquement la même erreur, bien entendu. Sur l'ensemble des résultats, on effectue également des calculs statistiques, et lorsqu'on présente les résultats, du moins dans des publications sérieuses pour des mesures de haute précision, on donne la valeur mesurée, mais également l'erreur. Par exemple, on dira qu'on a mesuré une masse de 0,58133 kg à plus ou moins 1 centième de gramme. Dans certains cas, quand il faut être très précis, on donne aussi les facteurs d'influence, pression, température, et des tableaux de correction qui permettent de reproduire les expériences, de faire des corrections, de vérifier que les corrections faites sont correctes. Tout ça concerne surtout les mesures macroscopiques. C'est surtout de cela dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, d'échantillons d'une certaine taille. Lorsqu'on atteint le domaine microscopique, donc l'échelle des molécules, des atomes, ça devient beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'on n'a pas d'appareil de mesure de la taille d'un atome. Donc, il faut rivaliser d'ingéniosité pour effectuer des mesures sur des objets de cette taille. Et on est en plus confronté à des limites fondamentales. Par exemple, impossible d'observer un objet avec de la lumière s'il est plus petit que la longueur d'onde. Vous vous rappelez, on avait parlé de la diffraction. Il y a en plus des limites physiques, comme celles dictées par la mécanique quantique, les relations d'incertitude ou d'indétermination de Heisenberg, qui dit que l'incertitude sur la position, multipliée par l'incertitude sur l'impulsion, est toujours inférieure ou égale à la constante de Planck. Pardon, toujours supérieure ou égale à la constante de Planck, divisée par 2π, peu importe. La constante de Planck est très petite, de l'ordre de 10 exposé au moins 34 joules secondes. Mais à l'échelle des atomes, ça devient très important. Si vous mesurez la position d'une particule atomique avec une extrême précision, alors son impulsion sera totalement aléatoire. Et c'est incontournable. C'est à partir de ces propriétés étranges des atomes et des particules que découlent tous les phénomènes quantiques que l'on peut observer. Il existe d'autres relations d'incertitude comme celle-là, comme sur l'énergie et le temps. On ne peut pas avoir une mesure d'énergie précise si la durée du phénomène est extrêmement courte. On en arrive à un tel point que quand on arrive à des tailles infimes, la mesure elle-même peut perdre tout son sens. Ça devient donc très difficile. Pratique et théorie se mêlent
de manière intime et nécessite des connaissances théoriques approfondies pour analyser les résultats expérimentaux. À l'autre bout du spectre, dans l'infiniment grand, on rencontre aussi des limites fondamentales en cosmologie. On est limité par notre univers observable. Impossible d'aller voir au-delà d'environ 13,6 milliards d'années-lumière, parce que c'est l'âge de l'univers, et que la lumière n'a pas eu le temps de se propager jusque nous en venant de plus loin. Mais également parce que, à de telles échelles, les effets de la relativité d'Einstein, la relativité restreinte mais aussi générale, celle liée à la gravitation, intervient de manière cruciale. Il faut en tenir compte. Là se mêlent aussi théorie et pratique expérimentale. On est là au domaine, aux limites de la physique actuelle. Donc voilà un petit panorama sur les mesures, leurs propriétés, les limites. Parlons un peu de l'histoire de la mesure. Alors, j'ai dit que la mesure la plus simple, c'était le comptage. Ça a commencé il y a environ 30 000 ans, le comptage, avec l'homme de Cro-Magnon. On trouve à cette époque des traces sur des parois rocheuses ou sur des os, des entailles. Par exemple, sur un os de loup, on a trouvé une cinquantaine d'entailles regroupées par groupe de 5. Donc, de toute évidence, les hommes préhistoriques savaient compter. Et ils s'en servaient. Après cela est venu aussi tout ce qui tourne autour du calendrier. Parce que compter, c'est assez limité, mais on n'a que quelques phénomènes, mais ceux qui sont importants, c'est par exemple la succession des jours et des nuits, des lunaisons, des saisons et des années. C'est aussi un processus de comptage. Les premières mesures ont vraiment commencé il y a environ 5000 ans en Égypte ancienne et en Mésopotamie. Donc avec réellement, du moins c'est les traces les plus anciennes que nous en ayons, avec des pesées, des mesures de longueur, etc. Les Égyptiens utilisaient des balances, mais les Égyptiens restaient encore très qualitatifs. Ils n'avaient pas de système unifié de mesures ou d'étalons. C'était nettement mieux du côté de Babylone, où ils avaient défini des unités de longueur, la coudée, le ga, la mine, avec des multiples et des sous-multiples. Vous vous rappelez j'avais dit qu'ils étaient parmi les premiers à avoir élaboré un système numérique, et ça a donc été très utile dans ce domaine. La Grèce antique, vous vous attendez peut-être à de grandes avancées, eh bien non. La Grèce est très célèbre pour ses penseurs, sa philosophie, nous en avons beaucoup parlé, mais la science restait très conceptuelle. En matière d'appareils de mesure, il n'y a pas eu tellement d'avancées par rapport aux Égyptiens ou à la Mésopotamie. Les Romains furent de grands bâtisseurs, mais ça peut paraître étonnant dans les sciences de l'ingénieur, mais là non plus, les progrès n'ont pas été énormes. Et en fait, jusqu'au XVe siècle, à peu près, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Bien sûr, on avait fabriqué des horloges, des clepsydres, des sabliers, des systèmes d'arpenteurs pour la construction. Ça s'est élaboré petit à petit au cours des siècles. Il faut en dire compte, tout ça c'est venu petit à petit, mais les améliorations n'étaient pas phénoménales par rapport à ce qu'on trouve dans l'Antiquité. Et en tout cas, il n'y avait jusque-là pas vraiment d'instruments très précis. Mais les choses commençaient à changer. Par exemple, Pellegrinus, au XIIIe siècle, dans son livre De Magnete, qui traite de l'aimantation, se plaignait beaucoup du manque de relation qu'il existait entre la logique discursive, donc la science scolastique telle qu'elle était vue à l'époque, et l'habileté manuelle des artisans et autres. Il n'y avait pas de lien, et il s'en plaignait. D'autres aussi se sont plaints de ce genre de choses. Et les choses vont vraiment changer. Mais il faudra vraiment attendre la Renaissance
pour que les choses avancent vraiment dans le domaine de la mesure. Ce que nous verrons la prochaine fois. Merci.